va résumer le chapitre 7 du livre Eldorado de Laurent Godet aux éditions Actes Sud. Le titre de ce chapitre, c'est L'homme Eldorado. Le chapitre démarre par une partie où le capitaine Pieracci, il est chez son ami Angelo. On se rappelle de son ami Angelo, c'est l'homme qui a été ingénieur et qui est maintenant buraliste. C'est son seul ami et ils se retrouvent pour discuter. Le premier mot de ce chapitre, c'est « Je n'irai pas ». Et on comprend que le commandant Pieracci, il est convoqué à cause de la bagarre qu'il y a eu sur le port où il a frappé le commandant libyen qui avait jeté des hommes à la mer. Donc il finit par expliquer à Angelo ce qui s'est passé. On voit que les deux hommes, ils ont quand même une vie qui est assez confortable. Ils sont bien installés, ils ont ramené plein de bonnes choses à manger, ils boivent un verre de vin ensemble. Et Angelo demande est-ce que c'est grave cette convocation? Et Pieracci répond ça devrait être grave si je voulais garder ma vie d'avant. Mais de toute façon, je ne vais pas y aller et peu m'importe ce qui se passe parce que je ne veux plus continuer comme avant. Et il va expliquer, le capitaine Pieracci, à son ami Angelo, pourquoi il ne veut plus de la vie d'avant. Et c'est pour deux raisons. C'est pour deux personnes qu'il a croisées. D'abord, c'est pour l'homme qui lui avait demandé de le cacher et à qui il a refusé, l'interprète. Et ensuite, c'est pour la dame qu'il avait sauvée du Victoria, qui était venue le voir, qu'on avait appelé l'ombre de Catane dans le premier chapitre. Et puis, c'est aussi pour tous les autres. Il en a marre de ce métier, parce que son métier à lui, c'est d'intercepter les bateaux qui essayent d'atteindre les côtes en Europe. Et il dit que lui, il incarne la malchance. Les gens qu'il attrape, c'est des gens qui n'atteindront pas l'Europe, qui vont être enfermés dans un camp pour migrants. Et lui, il en a marre de faire ce travail. Il dit, si je revis encore ça, que ce soit demain ou dans 5 ans, il dit, si un homme me demande encore de le cacher, il dit, je vais lui dire oui, je vais le cacher. Et j'en cacherai pas qu'un, il dit, j'en cacherai autant que je peux en rentrer dans ma cabine. Et après, il dit, mais en même temps, je peux pas faire un choix parce qu'il y en aura tellement d'hommes, je pourrais pas mettre tout le monde. Et c'est quand même pas à moi de choisir qui doit vivre ou pas vivre l'accomplissement de son rêve. Donc il dit, c'est une position qui est intenable et je ne veux plus faire ce travail-là. Donc il dit, le capitaine Pieracci, à son ami Angelo, la seule solution pour moi, c'est de quitter cette vie et je m'en occupe depuis plusieurs jours. Il travaille à ça. Et Angelo lui dit, mais comment ça tu travailles à quitter ta vie? Et là, ils vont plaisanter un petit peu, les deux hommes. Il dit, oh là, mais on quitte pas une vie comme ça. Rien que vider mon compte, j'ai été pour récupérer mon argent et on m'a dit, c'est pas possible, on vide pas comme ça son compte, il faut prévenir plusieurs jours à l'avance. Donc, il a consacré, le capitaine Pieracci, plusieurs jours à quitter sa vie. Et puis, il dit à Angelo, je pars ce soir, là, en pleine nuit. Avec son argent, il a acheté une barque à un vieux pêcheur, une barque qui a l'air d'être en bon état. Et il dit, ce soir, je pars. Angelo le prend dans ses bras, il lui dit bonne route. Et finalement, il se rend compte quand Pieracci est parti, qu'il lui a même pas demandé où il partait ni quand il revenait. Et il dit mais c'est pas grave parce que c'est des questions qui se posent pas en fait. Quand un homme décide de quitter sa vie, peu importe où il va et peu importe s'il reviendra un jour, l'important c'est qu'il parte. Ensuite, il y a un petit passage où donc le capitaine Pieracci va partir, il va quitter la ville de Catane et en même temps, donc, il y a toute la ville endormie autour de lui et lui, il va avoir un geste symbolique qui est quand même un petit peu problématique. Si jamais un jour il veut revenir, il ne pourra pas, enfin très difficilement en tout cas, parce qu'il va brûler sa carte d'identité. Et il dit à partir de là, il est un homme sans nom, sans ville de naissance, sans âge, il n'est plus personne. Et dans la troisième et dernière partie de ce chapitre, on va comprendre pourquoi. En fait, c'est parce que il a envie d'être finalement comme ces migrants qui partent, il a envie d'avoir un Eldorado, d'avoir un objectif, d'avoir un rêve. Et lui, finalement, il part à contresens des autres migrants parce qu'il quitte l'Italie en direction de la Libye. Mais il part avec un espoir. Il dit, il ne sait même pas ce qu'il fera en arrivant. Peut-être qu'il travaillera, peut-être qu'il trouvera des choses à faire ou pas. Et il dit, c'est vrai que c'est un peu le contraire de l'Eldorado parce que l'homme au cimetière lui avait dit, c'est une terre de prospérité où il y a l'herbe est bien verte, etc. Et il dit, et lui, il part dans l'autre sens, il part en direction de la terre qui craquelle de faim. Mais étonnamment, même s'il est un peu à contresens de tout le monde, il se dit que c'est une nouvelle vie et ça le rend heureux. Il va passer à côté de l'île de Lampedusa.
Quand il va passer à côté, elle va un peu pas lui mettre les jetons, mais elle va en tout cas lui faire un peu peur, ce gros rocher. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un objectif où arriver. Lui, il voit ça comme la dernière bouée de quand on quitte le port. Et donc il ne s'y arrête pas et il continue à avancer dans l'autre sens, en direction de la Libye. Les dernières phrases de ce chapitre, c'est « Il n'était plus personne, il se sentait heureux ». Comme il était doux de n'être rien, rien d'autre qu'un homme de plus, un pauvre homme de plus sur la route de l'Eldorado. C'est intéressant quand même ce chapitre parce qu'en fait il trouve que quand il a tout et il est un capitaine de bateau dans une frégate et qui doit surveiller la citadelle, finalement il a un petit peu tout à perdre mais il n'a rien à gagner et il rend les gens malheureux. Alors que si lui n'a plus rien, d'un côté il lui reste au moins l'espoir. Il est un petit peu tout en bas de l'échelle de la réussite. Il a plus de carte d'identité, il a tout vendu, il a plus qu'une barque. Mais il est dans une situation où il dit qu'il veut être comme les autres qui ont dans les yeux la lueur de l'espoir. Et c'est la fin du résumé. On va résumer le chapitre 8 qui s'appelle « Je me perdrai à Gardaïa » du livre Eldorado de Laurent Godet. Ce chapitre, il est encore plus dur que les précédents. Pourtant, les précédents étaient déjà particulièrement difficiles parce que on va être très déçus. Dans la première partie, ils ont pris place sur un camion. C'est un camion qui est extrêmement chargé avec des hommes sur les marchepieds, sur le toit, absolument partout. Et c'est Boubacar qui a payé le voyage parce que Boubacar, il avait cousu des billets dans les plis de son pantalon, donc après avoir été frappé par les trafiquants. On se rappelle dans le chapitre précédent que les trafiquants les avaient emmenés dans une crique, les avaient frappés et les avaient volés. Boubacar, lui, a pu cacher de l'argent. Et donc c'est Boubacar qui paye, au moment de monter dans le camion, sa place et celle de Soleiman. Et dans cette première partie, il nous dit qu'il y a un marchand avec eux qui s'appelle Ahmed. Cet homme, il sourit et il bavarde beaucoup, il a l'air d'être heureux, et cet homme, lui, ce n'est pas un migrant, c'est quelqu'un qui utilise les transports en commun pour aller d'un point à l'autre. Et il raconte qu'il est parti avec son bétail, que c'est un agriculteur, qu'il a été vendre ses bêtes et qu'il est revenu maintenant avec son argent pour pouvoir le rapporter à sa femme et que la vie pour lui va bien. Il nous montre du coup qu'il y a deux sortes de personnes sur ce camion. Il y a les migrants qui, eux, se cachent dans les coins, ont très peur. Chaque fois que le camion ralentit, les autres, ils se disent c'est juste un trou sur la chaussée. Mais eux, ils se mettent à surveiller, ils sont aux aguets parce qu'ils ont peur que ce soit encore une fois des voleurs qui se mettent à les battre pour les voler. Donc sur ce camion, il y a mélangé ensemble des gens qui font le long chemin pour essayer d'arriver en Europe et d'autres qui font leur vie quotidienne. Soleiman, il a parlé un petit peu à Ahmed pour avoir de la compagnie, mais finalement ça le fatigue parce que cet homme-là, il est très bavard et il préférerait qu'il se taise. Donc la première partie se termine comme ça. La deuxième partie, elle est terrible parce que Soleiman va perdre son innocence et même pour nous, il ne sera plus le héros qu'on suit avec la même admiration qu'au début. Donc il y a une pause, le chauffeur prévient, il y a 15 minutes de pause et dans 15 minutes, je repars. J'attends pas les retardataires, tant pis pour vous si vous n'êtes pas là. Et donc, il y a certaines personnes qui descendent pour se dégourdir les jambes et d'autres qui restent sur le camion. Comme Boubacar, par exemple, il a tellement peur que le camion parte sans lui qu'il reste à l'intérieur, il ne va même pas marcher pour détendre ses jambes. Soleiman y descend, il boite un petit peu parce qu'il avait une jambe qui était mal mise dans le transport, donc qui est ankylosée par la position. Et puis, sans réfléchir, il se met à marcher derrière Ahmed. Et il se dit qu'il est comme un animal qui sent l'odeur de l'argent. Il se dit, cet homme-là, c'est un marchand, il a beaucoup d'argent, il vient de faire une vente, et il dit que son corps agit d'instinct comme si sa tête ne réfléchissait pas. Et évidemment, Ahmed va se mettre dans un coin à l'écart de tout le monde pour pouvoir faire ses besoins, et il va juste dégrafer son pantalon que Soleiman va arriver vers lui et va le frapper d'un coup très violent, apparemment au nez, et l'homme va tomber au sol plein de sang. Soleiman va passer ses mains partout sur lui jusqu'à trouver un petit renflement, une petite grosseur, et il y a un petit sac en tissu dans lequel il a caché ses billets. Et Soleiman va voler le marchand qui est à terre et le laisser comme ça, sur le sol, blessé, et il s'en va rapidement, il reprend sa place dans le camion, il s'inquiète,
Très étonnamment, malgré le geste qu'il vient de commettre, il prie Dieu que le camion démarre vite. Et quand le camion démarre, il va attendre que le camion ait fait quelques kilomètres pour enfin se détendre. Donc il vient de voler un homme dans ce chapitre et en plus de le battre. Dans la partie suivante, il va y avoir deux actions. La première, c'est qu'il va donner la moitié de l'argent qu'il a mis dans sa poche à Boubacar. Il se dit que lui, il a commis un acte horrible. Si jamais il se fait arrêter, au moins Boubacar aura, au retour de sa gentillesse, quelque chose qu'il pourra garder pour lui pour s'en sortir jusqu'au bout. Et ensuite, une fois que le camion a redémarré et que les gens commencent à s'endormir, eh bien, il y a la culpabilité qui arrive pour Soleiman. Il commence à réaliser qu'il a volé un homme. Et il se dit, pour se mettre à l'aise, il s'est dit que c'était un riche marchand qui rentrait avec plein d'argent, il avait sa femme, il en parlait, il était fier et heureux de lui-même, mais la réalité, c'est pas ça. Il réalise qu'en fait cet homme, c'est un agriculteur qui vient 2 fois par an pour vendre son bétail, donc c'est le fruit du travail de 6 mois quand même, et que lui l'a frappé, il l'a laissé en sang, sans connaissance, sur le bord de la route avec son pantalon dégrafé, et que cet homme-là, quand il va se relever, ce sera un homme brisé, un homme honteux et piteux, qui va rentrer chez lui sans argent, qui sera misérable aux yeux de sa femme et ses enfants, et qui aura perdu tout le fruit de son travail. Et du coup, Suleiman, il commence à être dégoûté de lui-même. Il se dit que finalement, lui aussi, c'était un pauvre, parce que s'il avait été riche, il n'aurait pas voyagé sur le toit d'un camion, il aurait choisi un autre moyen de transport. Il dit qu'il était simplement plus riche que lui, mais que finalement, tout le monde est plus riche que lui. Il se dit aussi qu'il aurait beaucoup déçu son frère, que si Jamal voyait ce qu'il a fait, il lui cracherait dessus. Il se dit aussi, en regardant Boubacar, mais là, ils vont pas se parler, ils vont faire que se regarder. Mais Soleiman, il va se dire, Boubacar, comment il a vécu pendant 7 ans. Parce que le but, c'était d'aller travailler à El Gardaya, je sais plus comment ça s'appelle, dans cette ville, pour avoir quelques sous pour payer le voyage. Mais il se dit, depuis 7 ans que Boubacar y survit, qu'est-ce qu'il a déjà traversé et qu'est-ce qu'il a déjà dû faire qui soit peut-être des choses honteuses. Et peut-être que Boubacar, il a pris Suleiman sous son aile parce qu'il voulait que Suleiman reste innocent, reste quelqu'un de bien malgré les conditions. Et Boubacar, dans le fond, il est déçu et il dit qu'il accueille Suleiman avec tristesse dans son monde. Comme si dans ce monde-là, pour survivre, personne ne pouvait rester innocent. Donc, la partie suivante, ils arrivent à El Gardaya. Boubacar dit à Suleiman de lui laisser 2 heures pour trouver comment payer le voyage pour Oujda, parce qu'ils ont suffisamment d'argent, il faut juste trouver quelqu'un qui y va. Et pendant ces 2 heures, Suleiman va errer. Il a très honte de lui et il va s'asseoir finalement contre un arbre en se disant je vais rester là et je vais attendre la fin de ma vie. Il dit tant pis, je vais abandonner Boubacar, je ne vais pas poursuivre le chemin. Et il voit un homme au milieu de la foule qui est immobile et qui attend que les gens viennent à lui. Au début, Soleiman se dit que cet homme, c'est une vision. Et on ne dit pas dans le livre qui est cet homme. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est Boubacar qui l'a retrouvé? Est-ce que c'est Jamal? On ne sait pas. On ne sait pas qui est cet homme. En tout cas, il se lève et il va droit vers cet homme. Et ensuite, il y a un bond dans le temps. On ne sait pas ce qu'il a dit à cet homme ni ce qu'il a fait, mais il a retrouvé une certaine volonté de vivre et il retourne rejoindre Boubacar et il dit ok, je suis prêt pour qu'on parte. Boubacar est prêt aussi, il a trouvé un billet. La seule chose que remarque Boubacar, c'est que Suleiman n'a plus le collier en perles de son frère. Alors il lui demande où est donc passé ce collier? Et Suleiman répond je l'ai donné à quelqu'un. Il voit aussi que Suleiman n'a pas l'air normal et il lui dit est-ce que tu vas bien? Et Suleiman répond que oui, il a retrouvé sa force et mort ou vif, il ira jusqu'au bout du chemin, peut-être qu'il mourra en chemin, mais en tout cas, il ne s'arrêtera plus. Donc voilà, ce chapitre se termine comme ça, on ne sait pas qui est l'homme qu'il a vu au milieu de la place. On sait juste que Suleiman en dit qu'il ne peut pas en parler parce que s'il disait qui il a vu, on le traiterait de superstitieux. Donc voilà, le chapitre se termine comme ça, avec cette grande question, et aussi cette grande déception, parce que Suleiman a quand même commis un acte qui est très triste, et c'est aussi un chapitre qui nous pose la question un petit peu de la morale, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas pour survivre? Et on va donc continuer et lire la suite. On va résumer le chapitre 9 du livre Eldorado de Laurent Godet. Le chapitre s'appelle La reine d'Al-Zouara.
Dans la première partie de ce chapitre, on retrouve le capitaine Piracci. Donc apparemment, il a accosté en Libye avec une barque et il s'est fait arrêter par la police. Il se retrouve donc dans un espèce de petit commissariat qui ressemble à une quincaillerie. Il dit que les murs sont sales, il y a du bazar entassé dans les coins, par exemple des roues de vélo, et il y a un policier qui l'interroge. Ce policier, il est un peu mou, il n'a pas l'air bien malin, il lui pose des questions en arabe alors que le capitaine Piracci ne parle pas l'arabe. Et puis finalement, ce policier s'en va et laisse place à son collègue. Son collègue, il est beaucoup plus vif d'esprit et il a l'air plus intelligent. Il commence par lui poser des questions en anglais. Il parle pas très bien anglais, mais il fait de son mieux. Et il essaye de savoir un petit peu d'où vient le capitaine Piracci. Mais lui-même, il ne répond plus à grand-chose, il a l'air d'être complètement ailleurs, et on est un petit peu dans sa tête dans ce chapitre, et on voit que lui-même se demande ce qu'ils vont faire de lui. Quand on lui demande, par exemple, depuis combien de temps il est ici, il ne sait pas répondre, comment il est venu, donc il est venu avec une barque. Il a traversé la mer en barque, mais il ne sait plus vraiment comment il s'appelle, etc. Et donc le policier, à force de l'interroger, obtient des bribes de réponses et finit par penser que c'est un marin qui s'est enfui d'Italie. Et finalement, le policier semble content de cette réponse et il l'emmène dehors. Dans la partie suivante, donc le policier le fait entrer dans une maison dans la ville qui est un petit peu étrange. C'est une maison qui est vieille et en même temps qui est très luxueuse. Il y a des tapis très moelleux, il y a beaucoup d'objets de valeur dans cette maison. Et il rentre à l'intérieur, et accompagné par le policier, et il y a une salle avec un grand canapé sur lequel il y a une dame qui est décrite de façon très étrange. C'est une dame qui est très laide, il le dit plusieurs fois, qui manque des dents, qui est obèse, qui a des gros doigts avec des bagues et qui est affalée comme ça sur son canapé et qui le reçoit. Et cette dame-là, elle se présente comme étant la reine d'Al-Zouara. Il comprend plus tard que cette dame, en fait, elle fait du trafic de migrants. Elle fait passer les gens. Et c'est un petit peu bizarre ce passage parce qu'elle est présentée comme quelqu'un de vraiment répugnant, mais en même temps, elle dit qu'elle-même, elle a connu la pauvreté. Et elle dit finalement, ces gens-là sont des gens désespérés. Si je ne les fais pas passer en Europe, ils se jetteront à la mer de désespoir de ne pouvoir y arriver. Donc finalement, il vaut mieux qu'ils me donnent leur argent à moi pour que je les fasse passer. Et le capitaine Piracci, qui connaît ces gens-là parce qu'il les a côtoyés en tant que garde-côte, car il les arrêtait souvent, il lui dit « Mais vous êtes un monstre, vous leur volez le peu d'argent qu'ils ont. » Et elle dit « Oui, c'est vrai, je leur demande beaucoup d'argent, mais moi, je leur permets d'accéder à leurs rêves. » Et finalement, elle va dire au capitaine Piracci de manger. C'est la fin de cette partie. Et à la partie suivante, elle va lui faire une proposition. Elle va lui dire « Toi, tu es un marin, ça se voit que tu connais la mer. Il y a deux sortes d'hommes qui viennent se perdre en Libye. Il y a les espions qui travaillent pour le gouvernement et qui viennent se mêler de nos affaires, ça c'est pas bien. Et il y a les criminels qui viennent ici pour se cacher. » Elle lui dit « Est-ce que tu es un espion ou un criminel ?» Alors lui, d'instinct, il dit tout de suite, déjà, je ne suis pas un espion, et il ne sait pas trop répondre s'il est un criminel. Donc elle en conclut, c'est très bien, je préfère les criminels. Les criminels, finalement, on a tous nos petits secrets, on a tous commis des horreurs, c'est pas grave, je prends les criminels. Et elle va lui dire, est-ce que tu aimes l'argent ? Piracci ne va pas répondre et elle va prendre ça pour un acquiescement. Elle dit, c'est bien parce que tout le monde aime l'argent, mais la différence, c'est qu'il y en a qui font semblant de dire que ce n'est pas la réalité. Et elle va jeter à ses pieds une liasse de billets. Elle va aussi jeter aux pieds du policier une liasse de billets. Et le policier va prendre l'argent et s'en aller. Piracci va aussi se baisser pour la ramasser. Il se demande un petit peu pourquoi on lui a jeté des sous. Et elle va lui donner un travail. Elle va lui dire, tu vas travailler pour moi à faire passer des gens de l'autre côté. Parce que toi, tu connais la frontière mieux que personne. Tu connais les côtes italiennes mieux que personne. Et Piracci, il se dit dans un sens, c'est rigolo parce que j'ai passé ma vie à chasser les gens qui arrivaient et maintenant je me retrouverai à les faire passer. Mais cette femme est vraiment odieuse, elle leur donne à manger comme on nourrit des animaux, elle leur jette l'argent à leurs pieds, elle est vraiment très très irrespectueuse et elle dit à Piracci, voilà ton argent et demain reviens pour travailler. Si tu ne reviens pas demain, je te retrouverai n'importe où et Dieu seul sait ce qui pourra t'arriver.
Et à la fin du chapitre, il y a une dernière partie où Pirachi se retrouve en ville, il erre comme ça un petit peu, il sait pas trop quoi faire, et puis il voit un camion sur lequel les gens montent. Et les gens partent à Gardaïa. Gardaïa, donc le camion qui va de Al-Zouara à Gardaïa, c'est aussi celui compris Soleiman et son ami Abou Bakar dans le chapitre précédent. Donc on ne sait pas si c'est avant ou après, la chronologie n'est pas bien claire dans ce livre. En tout cas, lui, il approche de ce camion et puis il reste pareil un petit peu hébété. On a l'impression qu'il est devenu complètement prostré. Le capitaine Pirachi, qui était quand même un homme dynamique, intelligent, sérieux, là, il se balade un petit peu comme une âme errante et le chauffeur finit par lui dire: bon, tu montes ou tu montes pas. Et lui, il donne sa liasse de billets au chauffeur et il monte dans le bus. C'est comme ça que se termine ce chapitre. On va résumer le chapitre 10 du livre Eldorado de Laurent Godet. Dans ce chapitre, on retrouve Soleiman. Donc, on se rappelle qu'il a laissé son frère Jamal au Soudan, qu'il s'est fait voler son argent en Libye et qu'il est parti en direction de El Gardaïa où il a transité pour Oujda avec son compagnon de route qui s'appelle Boubacar. Boubacar, il l'a rencontré au bord de la mer en Libye quand on leur a volé leur argent. Et maintenant, ça fait plusieurs mois qu'ils sont à Oujda. Dans la première partie de ce chapitre, on découvre leur vie quotidienne. Donc apparemment, ils sont nombreux à être arrivés de toute l'Afrique pour essayer de passer la frontière à Ceuta. Ceuta, c'est un petit territoire espagnol qui est enclavé dans le Maroc. C'est à peu près la taille d'une ville et c'est sur le territoire marocain, mais ça appartient encore à l'Espagne. Donc les gens sont près de Oujda pour essayer de passer cette petite frontière et se retrouver dans cette ville, parce que cette ville appartient à l'Europe. Et ils sont nombreux à attendre, ce qui fait qu'il y a un petit peu des tensions avec les policiers du coin. La population, parfois elle donne de l'argent, surtout quand les gens vont à la mosquée, parce que dans la religion, la charité est une chose importante. Et du coup, Soleiman, il dit que quand quelqu'un donne une pièce, eh ben, ça peut lui changer toute sa journée. Mais quand ils sont trop nombreux, alors la population se fâche parce qu'ils sont très nombreux assis avec le dos contre le mur et les gens n'aiment pas voir ça. Donc Soleiman était venu pour s'installer, pour mendier, il avait trouvé une petite place pour se mettre assis par terre, il était près de la mosquée, c'était bientôt l'appel de la prière et il avait bon espoir qu'un homme en sortant de prier, peut-être avec sa famille, lui donne une pièce. Mais il a vu dans une rue des jeeps. Des jeeps, c'est des gros 4x4 et en fait, c'est les policiers marocains. Et ils leur font très peur. Parce que les gens sont réfugiés dans la forêt, ils ont fait un peu, comme on entend parfois à la radio, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à la jungle de Calais, ils ont mis des tentes, des sacs de couchage, et ils sont cachés dans la forêt. Et les policiers marocains, ils ont déjà fait des raids pour les déloger de la forêt, et du coup ils arrivent avec des 4x4, des lumières, des chiens, de l'essence, et ils attrapent les gens, ils les renvoient dans le désert, ou alors ils mettent le feu aux tentes, aux sacs de couchage, etc. Et Soleiman, il l'a déjà vécu et il dit que c'est terrible parce que les gens, ils ont déjà pas grand-chose, donc ils sont très inquiets pour leurs petits sacs et leurs petites affaires, et évidemment, quand ils les perdent, c'est un drame pour eux. Mais grâce à Boubacar, qui lui avait conseillé de tout laisser et de quitter la forêt, il a pu s'en sortir, alors que les autres ont été arrêtés, et après, je ne sais pas s'il y a des camps fermés ou des choses comme ça, je ne sais pas où il les emmène, mais enfin, il les arrête. Donc, dans la partie suivante de ce chapitre, on va découvrir un petit peu l'organisation de ces réfugiés qui sont cachés dans la forêt. En fait, ils ont chacun un chef. Il y a différentes nationalités, il y a plein de pays qui sont cités, d'Afrique subsaharienne, et chacun a un chef en fonction de sa nationalité. Par exemple, il y a le chef des Congolais. Et ils ont un genre de comité où ils se rejoignent et ils se réunissent pour prendre une décision parce que les policiers vont revenir. Donc ils veulent s'organiser pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire quand les policiers reviennent. Est-ce qu'ils abandonnent la forêt ou pas? Boubacar, les autres l'appellent le tordu parce qu'on sait qu'il a une jambe qui est paralysée. Hein. Et par contre, Soleiman, il l'adore. Ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble. C'est lui qui l'a protégé de tout. Et il s'est très fortement lié avec Boubacar. On a l'impression que Soleiman, c'est quand même quelqu'un qui s'attache très fort. Hein. Il était très proche de son frère. Maintenant, il est très proche de Boubacar. Donc Soleiman aime beaucoup Boubacar qui le protège un petit peu au quotidien et qui lui donne beaucoup de conseils. Et Boubacar, même si les autres l'appellent le tordu, lui, il continue à l'appeler Boubacar. Et il est bien vu parce qu'il a 8 ans de survie, ça fait 8 ans qu'il est en errance, qu'il a quitté son pays
pour essayer de rejoindre l'Europe. Et survivre à 8 ans dans des conditions aussi difficiles, ça force le respect des autres. Même s'ils se moquent de lui parce qu'il est handicapé, ils ont quand même du respect pour lui et pour sa sagesse. Et du coup, Boubacar, il est avec les chefs de clan, bien que lui ne soit pas un chef, un peu comme un consultant. Et ils vont prendre une décision. Ils vont décider, tous les chefs, de prendre d'assaut la frontière. Ils disent qu'ils sont 500 et là-bas il y a 20 gardiens, donc ils vont essayer de passer. Mais il y a 2 grandes barrières surmontées de barbelés qui font 6 et 3 mètres. Et pour ça, il faut construire des échelles et ils vont arriver à 500 pour, avec leurs échelles, passer par-dessus le mur. Ils estiment qu'ils ont à peu près un jour et une nuit avant que les policiers marocains viennent détruire leur camp. Donc ils se donnent une journée pour construire des échelles et ils décident de passer par-dessus la frontière pendant la nuit. Ils savent que tout le monde ne passera pas parce que c'est difficile, c'est dangereux et en plus qu'il y a des gardes, mais ils savent qu'il y en a quand même quelques-uns qui passeront. Donc ils font le pari d'essayer de tous passer en même temps pour qu'il y en ait le maximum qui puisse arriver de l'autre côté. Donc il y a un chef d'un pays, je ne sais plus lequel, qui s'appelle Abdou, qui va un petit peu galvaniser les troupes, qui va leur dire courage, il faut absolument qu'on fasse tout notre maximum pour construire ces échelles et courir de toutes nos forces. Et quand vous serez de l'autre côté, à partir du moment où votre pied touchera le sol, vous serez sauvés parce que vous serez en Europe. Donc il travaille toute la journée, Soleiman comme tout le monde, il fabrique des échelles et la nuit, vers 2 heures du matin, ils vont se coucher dans l'herbe et ils ne bougent plus en attendant le signal et ça dure plusieurs heures. Personne ne bouge, ils ne font aucun bruit, ils ne toussent même pas, ils attendent le signal. Dans la partie suivante, il ne se passe pas grand-chose à part le fait qu'ils attendent et que Boubacar demande à Soleiman de lui faire la promesse de ne pas s'arrêter pour lui. Et Soleiman, il ne veut pas promettre, mais ils ne doivent pas faire beaucoup de bruit et Boubacar, il le pince pour l'obliger à promettre. Et Soleiman, il ne peut pas parler et il voudrait lui dire « Mais si je t'abandonne, à quoi ça sert de continuer à avancer? Parce que quand je serai de l'autre côté, est-ce que je serai encore un humain? Est-ce que je serai devenu un monstre d'avoir abandonné la seule personne qui m'a aidé ?» Mais Boubacar l'oblige à promettre. Il lui dit « On ne passera pas tous de l'autre côté, moi je vais courir de mon mieux avec ma jambe et c'est Dieu qui va m'aider, toi je ne veux pas que tu m'aides. » Et donc du coup dans la dernière partie c'est l'assaut. Et il va encore une fois citer Dieu en disant chacun de nous sait qu'il ne peut pas aider l'autre, mais chacun de nous intérieurement prie pour que Dieu aide tout le monde. » C'est un peu difficile ce chapitre parce que ça traite la question un peu de l'individualisme et c'est des gens qui ont survécu les uns grâce aux autres, ils ont mangé ensemble, dormi ensemble, ils ont partagé le peu qu'ils avaient, ils ont assuré leur survie les uns aux autres et au moment de passer, chacun va devoir lutter uniquement pour lui-même parce que si chacun s'occupe des autres, eh ben, ils vont tous s'arrêter et personne ne passera. Mais quand même, à un moment, pendant l'assaut, donc Soleiman monte de toutes ses forces, il va à toute vitesse, et Boubacar va être pris dans les barbelés, et du coup, il va bloquer l'échelle. Entre-temps, les policiers marocains vont arriver avec leurs 4x4, ils vont arriver en renfort, et ils vont bloquer ils vont arriver à revers, donc ils vont bloquer tous les assaillants de la barrière qui sont en train de monter. Donc soit ils passent, soit ils se font arrêter, c'est certain, ils sont pris en étau. Du coup, les gens paniquent et se montent les uns sur les autres, et Boubacar, lui qui est pris dans les barbelés, il y en a qui essayent de le faire tomber pour pouvoir libérer l'échelle. Et Soleiman, qui était déjà en haut, va faire le chemin inverse, et il va quand même redescendre chercher Boubacar, alors qu'il lui avait demandé de promettre de ne pas revenir. Et Boubacar, il est un peu surpris de voir Soleiman qui redescend de cette montagne d'hommes pour venir le délivrer. Il va lui arracher le pull qui est pris dans les barbelés, et du coup, Boubacar va pouvoir passer avec lui de l'autre côté. C'est un chapitre qui est quand même un peu prenant par l'action, hein. On est un petit peu pris dans l'histoire, comme s'il racontait des histoires de vikings ou des histoires de bataille. Et finalement, quand il pose son pied de l'autre côté, la dernière phrase, on la comprend pas trop parce qu'on a l'impression que ça y est, ils sont enfin sauvés. Mais la dernière phrase, c'est « Nous ne nous doutons pas que le pire est à venir ». Donc visiblement, d'être arrivé à ce tas, c'est pas pour autant que leur périple est terminé. Et le chapitre se termine comme ça. On va résumer le chapitre 11 du livre Eldorado de Laurent Godet. Ce chapitre s'appelle « Le messager silencieux ». On va comprendre
le nom du chapitre à la fin de ce résumé. Donc le capitaine Piracci est arrivé en Libye. De la Libye, il a pris un car pour aller à El Gardaya, le fameux car qu'avait déjà pris Soleiman avec Boubacar. Et dans ce car, il va lui arriver une mésaventure. Le chauffeur va s'arrêter au milieu de nulle part et il va se mettre à racketter les autres passagers. Il va passer dans les rangs et il va demander à certaines personnes de donner de l'argent. Donc les gens protestent un peu, essayent de se défendre, mais finissent par donner l'argent. Le capitaine Piracci, qui ne parle pas la langue, ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et le chauffeur va arriver à son niveau et pareil, il va lui demander des sous de façon très violente et il va finir par sortir de sa poche la liasse de billets. On se rappelle qu'il y avait la reine de El Zouara qui lui avait donné une liasse de billets en échange de traverser la mer. Donc il va la donner au chauffeur. On a l'impression que le capitaine Piracci n'a plus aucune volonté, plus envie de se battre pour rien du tout. Donc il donne tous les sous. Et le chauffeur va pas avoir l'air content, il va se mettre à compter un par un tous les billets et il va lui en rendre 2. Comme s'il y avait un prix exact dont il avait besoin, alors qu'en fait c'est juste un escroc qui raquette tous ces malheureux, et au milieu des malheureux, il y a le capitaine Piracci qui a une liasse de billets. Donc le car va redémarrer, et quelqu'un va le réveiller pour lui demander en anglais d'où il vient. Le capitaine Piracci, déjà en temps normal, il n'aime pas beaucoup parler, et en plus là il est dans une forme d'abandon de la vie, ou de dépression profonde, en tout cas il n'est pas du tout en forme, mais il va quand même répondre. Et il va se rendre compte qu'autour de lui, c'est comme une maladie qui se répand, tout le monde a envie de l'entendre parler de l'Europe. La première question qu'ils vont lui poser, c'est est-ce qu'il fait froid? Et le capitaine Piracci va répondre trop froid. Et ça va faire rire tout le monde dans le car, comme si c'était une blague de dire du mal d'un continent où on vit si bien, parce que pour eux c'est vraiment un idéal à atteindre. Mais le capitaine Piracci, ça lui pose un problème moral, parce que lui il ne veut pas que les gens partent pour l'Europe, il passe son temps à les repêcher dans la mer, et il considère que leurs conditions de vie à l'arrivée ne sont pas bonnes, donc il ne veut pas les encourager à partir. Et il va se mettre à expliquer tous les mauvais côtés de l'Europe. Il va dire qu'il n'y a pas de travail, enfin il va dresser un tableau très noir. Et du coup, les gens vont être un petit peu fâchés de l'entendre dire des choses aussi négatives, parce que évidemment, c'est un petit peu entacher leurs rêves. Ensuite, le car va encore s'arrêter, et le chauffeur va une nouvelle fois passer au milieu des passagers pour essayer de leur prendre de l'argent. Quand il va arriver vers le capitaine Piracci, il va tendre la main pour que Piracci lui redonne de l'argent, et Piracci va lui donner ses 2 derniers billets. Mais le chauffeur de car va se fâcher, il ne comprend pas sa langue évidemment, donc Piracci ne comprend pas le sens des mots, mais il va le mettre dehors du car, et les autres passagers aussi vont insister pour lui demander de sortir du car. En gros, ils vont le mettre dehors. Alors le capitaine Piracci va se poser 2 questions. Il va se poser une question à laquelle il a 2 options. Soit le prix du billet était plus que l'argent qu'il possédait, parce qu'il ne sait pas ce que vaut son argent, mais c'est quand même une drôle de méthode de prendre l'argent des gens petit à petit dans le car et de foutre dehors ceux qui ne peuvent pas payer. Il dit à moins que ce soit un genre de coutume locale et que les gens avancent autant qu'ils peuvent en fonction de l'argent qu'ils ont. Mais cette option lui paraît quand même assez peu crédible. Il va plutôt penser que le chauffeur l'a mis dehors parce qu'il n'a pas apprécié qu'il dise du mal de l'Europe. Que le chauffeur lui-même n'était pas content que lui vienne briser les rêves de tout le monde, peut-être parce que ça lui rapporte des sous, ou peut-être tout simplement parce que c'était des pensées un peu négatives et qu'il était contre. Dans la partie suivante, donc Salvatore Piracci se retrouve au bord de la route et il va aller jusqu'à un petit hameau où il y a quelques baraques, quelques pauvres petites maisons et un terre-plein circulaire au milieu. Sur ce terre-plein, il y a quelques voitures garées, mais il y a surtout des gens qui semblent être en transit et qui sont tous assis par terre, qui viennent un petit peu de toute l'Afrique. Et au milieu d'eux, il y a un conteur. Un conteur, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Mais le conteur, autant maintenant on a compris que les histoires que le conteur invente sont des récits imaginaires, mais il y a aussi une espèce de tradition orale qui est entre le conte et un petit peu la superstition, qui est de raconter des histoires en faisant croire qu'elles sont un petit peu réelles. C'est plus pour émerveiller les enfants,
Mais dans l'histoire des contes, et parfois encore maintenant, elles ont quelque chose où on a l'impression que ça révèle un peu une certaine vérité, ou ça raconte des choses sur les esprits. Et du coup, ce conteur, il est entouré de jeunes gens qui ont entrepris le voyage et qui croient eux-mêmes aux esprits, ou en tout cas qui semblent y croire. Et il va parler d'un esprit qui s'appelle Massambalo. Et cet esprit, ce serait un peu un genre de dieu des immigrés, qui serait là pour les protéger en veillant sur eux, et qui incarne différents personnages. Il peut être une petite fille qui garde des chèvres, une vieille dame, ou un homme au bord de la route qui demande du feu, ou alors un chauffeur de car. Et dans cette légende, alors, toutes ces incarnations, c'est uniquement pour voir les gens qui sont sur le chemin de l'immigration et un petit peu pour les protéger. Et dans leur légende, dans leur conte, donc il faudrait aller vers lui et lui demander: est-ce que tu es Massambalo? Et c'est des personnes qui ne peuvent pas répondre, qui ne peuvent pas parler, mais ils ne peuvent que dire oui avec la tête. Et si on l'a rencontré, alors on est sauvé parce qu'il nous protégera jusque l'arrivée. Donc Piracci, il écoute ce conte qui est raconté en français, lui il parle italien mais il comprend à peu près, et il a un sentiment ambivalent. Ça veut dire qu'il a un sentiment qui est à la fois positif et à la fois négatif à entendre ce conteur. Le sentiment négatif, c'est que lui n'y croit pas du tout. Il pense que tous ces contes, ils sont faits pour un petit peu berner les gens, pour leur donner des illusions, leur donner des espoirs que lui n'a plus. Et pour lui, toutes ces superstitions, elles sont dérisoires ou ridicules. Et l'autre sentiment qu'il éprouve en même temps, c'est une forme un petit peu d'envie. Parce qu'il aimerait lui aussi être encore capable de s'émerveiller, être encore capable d'avoir des espoirs et de la naïveté qu'il n'a plus. Et finalement, Piracci, il va se dire que il a presque le sentiment de ne plus appartenir à l'humanité, de ne plus être un humain comme les autres. Il est plus capable de se battre, il est plus capable d'espérer. C'est comme si la vie avait déjà quitté son corps. Il dit à des gens qui sont vivants, qui sont heureux, et d'un coup le corps les abandonne. Ils meurent dans un accident ou dans une maladie, alors que leur esprit était toujours vivant. Mais lui, il est l'inverse. Son esprit est déjà mort. Il a l'impression qu'il n'appartient déjà plus à l'humanité, mais le corps est en bonne marche. Donc il a envie de mourir. Il se dit, plutôt que de laisser son corps diminuer jusqu'à la mort, il voudrait se donner la mort. Alors il va aller décrocher un bidon d'essence et il va le renverser sur lui pour se mettre feu parce qu'il ne sait pas comment mettre fin à ses jours. Et une fois qu'il a fait ça, il aurait pu y penser avant, mais il se rend compte qu'il n'a pas de briquet ni d'allumette pour allumer le feu. Donc un homme vient vers lui, et lui va lui demander: est-ce que vous auriez pas du feu? Mais le jeune homme, qui est un jeune migrant et qui voit cet homme d'une quarantaine d'années qui s'est aspergé d'essence, il commence à avoir peur, parce qu'évidemment ça fait peur de voir quelqu'un se brûler vivant. Et du coup, Piracci essaye de le rassurer. Il lui dit: «Non, non, pas de souci, je sais très bien ce que je fais, je veux juste allumer le feu». Et évidemment, ça ne rassure pas du tout ce jeune homme qui se demande si c'est pas complètement un grand cinglé pour, vouloir, comme ça se mettre le feu, s'immoler vivant. Et Piracci, il part complètement dans ses pensées, l'odeur de l'essence lui tourne la tête et il manque de s'évanouir. Il entend de loin que le jeune homme est en train d'appeler de l'aide et il s'écroule, il sent qu'il y a quelqu'un qui le rattrape et puis finalement il perd connaissance. C'est comme ça que se termine ce chapitre. Alors exceptionnellement encore, je vais un petit peu donner mon ressenti. Je trouve que Laurent Godet est fort, fort pessimiste. Comme si finalement, une prise de conscience, dans ce qui se passe autour de nous, du monde et de ces injustices, ne pouvait amener qu'à la mort et au renoncement. Moi, je suis un petit peu déçue, j'aurais aimé un héros qui se bat plutôt qu'un héros qui se laisse mourir. Parce que non seulement il renonce à lui-même et à sa vie, mais il renonce aussi à l'utilité qu'il aurait pu avoir. Du coup, je suis un petit peu déçue de ce héros. J'imaginais quelqu'un un peu plus comme dans la mythologie, quelque chose de plus combatif, on va dire. Alors que là, bah, on a l'impression qu'il se laisse mourir et qu'il va certainement bientôt mourir. Alors que je suis d'accord, effectivement, il y a beaucoup de choses injustes et d'inégalités et de choses tragiques. Et même dans la condition humaine en elle-même, on est toujours un petit peu déçu par les relations avec les autres. Il y a toujours des épreuves qui paraissent terribles et des moments dans lesquels on est malheureux, mais quand même de là à renoncer à se battre, je ne peux pas adhérer. Je suis un petit peu déçue.
Mais peut-être que ce n'est pas votre ressenti, donc n'hésitez pas à le partager avec moi, à me donner votre avis en commentaire. Ça m'encouragera à continuer à lire, parce que le but de cette chaîne, c'est aussi d'avoir un partage autour de la littérature, un partage autour de ces livres. La plupart des gens qui les écoutent, c'est parce que vous devez les lire pour l'école, donc n'hésitez pas à avoir un avis. C'est à ça que ça sert les livres aussi. C'est à éveiller en chacun une petite flamme, donc n'hésitez pas à la partager. Fin du résumé. On va résumer le chapitre 12 du livre Eldorado de Laurent Godet. C'est un chapitre assez court, c'est l'avant-dernier, et on retrouve encore une fois Soleiman et son ami Boubacar. Donc la dernière fois qu'on les avait rencontrés dans le livre, ils venaient de passer une première barrière dans la ville de Ceuta, et de l'autre côté, il y avait le territoire espagnol. Mais en fait, il y a un couloir étroit qui fait à peine la taille de laisser passer une voiture, et à côté, il y a une seconde barrière. Et les gens se mettent à tomber les uns sur les autres parce qu'ils tombent de la première barrière et ils n'arrivent pas à franchir la deuxième. Donc les gens se blessent et finissent par s'étouffer, et les policiers marocains vont se mettre à les charger. Donc ça veut dire à avancer vers eux en les frappant avec des matraques. Du coup, ça fait un mouvement de panique, les gens se marchent les uns sur les autres, essayent de franchir la deuxième barrière avant de se faire arrêter. Dans le mouvement de foule, il y a des gens qui sont écrasés, il y a une dame qui perd un enfant, et il dit, donc Soleiman, qu'il a vu l'enfant tomber, et que l'enfant a été écrasé par des gens qui, eux, ne l'ont même pas vu. Bref, c'est absolument horrible, et Soleiman lutte au milieu de tout ça pour essayer de trouver une solution. Et il voit Aboubacar qui a repéré un trou dans le grillage, et il y a des hommes qui sont en train de se faufiler par le trou dans le grillage qui est à même le sol, et du coup en passant, les gens s'écorchent sur les barbelés, mais ils passent en rampant comme des lézards. Boubacar arrive à passer, Soleiman y va à son tour. Bon, Boubacar il sait quand même taillader le torse avec les barbelés, mais il est passé. Soleiman y va à son tour, mais à ce moment-là, les policiers arrivent, se mettent devant le trou pour empêcher les autres personnes de passer là-dedans. Et ils essayent de sortir Soleiman du trou, et ils se mettent à le frapper avec la matraque sur les jambes. Et lui, il continue à essayer de passer de l'autre côté, il n'en peut plus, il n'a plus de force, il rue comme un mulet. Ruer, c'est le terme qu'on utilise quand un cheval donne des coups de sabot, mais il n'a pas la force d'y arriver. Et soudain, il va être aidé par son ami Boubacar qui l'a retrouvé et qui tire sur ses bras. Il dit, il tire tellement fort qu'on dirait qu'il veut m'arracher les bras, qu'il veut me démembrer. Et finalement, les policiers qui, eux, sont en train de tirer de l'autre côté, le lâchent d'un coup, et Boubacar réussit à emporter Soleiman du bon côté de la barrière. Donc ça y est, il est arrivé, il est en Espagne, il est en Europe. Il se retourne et il attend le temps de voir derrière lui dans la cohue que, en fait, si les policiers l'ont lâché, c'est parce qu'il y a d'autres gens qui se sont jetés contre eux pour essayer, eux aussi, de passer et pour les empêcher de boucher le trou et de sortir Soleiman. Et finalement, ces personnes-là ne passeront probablement pas, mais c'est elles qui, en retenant les policiers, ont permis à Soleiman de passer. Et il dit finalement, ces personnes-là qui m'ont sauvé et qui ont été attrapées, je ne pourrai jamais les remercier. Et Soleiman, qui a mal partout, perd connaissance et il s'endort. Dans la partie suivante, il rouvre les yeux, il reconnaît à l'odeur de la nuit qu'il est toujours là dans la même nuit et il comprend qu'il n'a perdu connaissance que quelques instants. Et en fait, il est allongé sur un brancard et il a une jambe cassée. Finalement, ce n'est que ça. Boubacar est auprès de lui et autour de lui, tout est calme. Il voit même des policiers espagnols et il se dit, mais comme c'est étrange, ces hommes qui, il y a quelques minutes, me tapaient dessus avec leur matraque, maintenant, ils sont aimables, et ces yeux qui me traquaient dans la nuit pour me tirer dessus, parce qu'ils leur ont tiré dessus avec des balles en caoutchouc, et bien maintenant, ces yeux, ils passent sur moi sans me voir. Il dit finalement, c'est comme si ce n'était qu'un jeu, et ça y est, on est passé de l'autre côté, on a gagné, et eux, ils respectent les règles, c'est-à-dire que maintenant qu'on est de l'autre côté, on prend soin de nous. Donc Soleiman dit qu'il y a des infirmières qui donnent à boire, à manger aux gens qui sont affamés, qui ont recousu Aboubacar parce qu'il s'était fait, il était ouvert, ils l'ont recousu, et puis ils vont soigner Soleiman.
Du coup, Boubacar explique à Soleiman ce qui va se passer. Ils vont être emmenés en camion jusqu'à un camp de rétention. Il dit là-bas, on aura à boire, à manger et on pourra même dormir dans un lit. Et à la fin, on pourra sortir de ce camp et l'Europe sera à nous. On pourra poursuivre notre périple jusqu'à l'Espagne parce que Ceuta, c'est un territoire espagnol mais qui est enclavé dans le Maroc. Donc il dit qu'ils vont poursuivre jusque l'Espagne et jusque n'importe quel pays d'Europe. Bon, ça, je ne sais pas si c'est si simple que ça, mais en tout cas, il a l'air de dire que, ils vont être relâchés et qu'ils auront cette possibilité-là. Après, je ne veux pas être pessimiste, mais il me semble quand même qu'ils n'auront pas de papier en règle. Donc, par exemple, maintenant, à l'époque des passes sanitaires, je ne vois pas comment ils pourront passer les frontières. Mais bon. Et finalement, Soleiman va exprimer ses pensées. Il va dire que quand ils sont passés ensemble, Boubacar et lui, ils sont passés grâce l'un à l'autre. Lui a refusé de continuer à monter quand Boubacar était accroché dans les barbelés. Il dit pourtant il aurait pu passer et il se serait peut-être pas cassé une jambe parce qu'il aurait été dans les premiers, parce que Soleiman il est très rapide. Il dit mais s'il avait laissé Boubacar, ce qu'il aurait laissé c'est son humanité et il serait devenu une bête et un monstre. Et Boubacar, lui aussi, quand il a tiré Souleyman, en sauvant son ami, il a préservé son humanité. En fait, Boubacar, il n'a pas sauvé que son ami en le sortant des fils barbelés quand les Espagnols tiraient de l'autre côté. Il a aussi sauvé sa propre vie à lui, parce que sinon, ce qui serait arrivé de l'autre côté, quand on a fait des choses trop horribles, c'est comme si ce n'était plus soi-même. C'est comme si Boubacar de l'autre côté sans Souleyman n'aurait plus été Boubacar et Souleyman sans Boubacar n'aurait plus été Souleyman, il aurait été un autre homme, un monstre. Donc finalement ils regardent derrière eux et la colline prend feu. Et du coup ils vont expliquer au passage ce qui se passe, c'est-à-dire que les policiers marocains mettent le feu aux affaires, ça on l'avait déjà dit dans le chapitre précédent, des personnes qui souhaitent passer en Espagne. Et en fait, ils les frappent, ils les chargent dans des 4x4 et ils les abandonnent dans le désert algérien. Alors, est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel? Ça, on ne le sait pas. Et c'est vrai que c'est un chapitre qui est, encore une fois, très très dur à lire, qui nous pose des questions, qui nous pousse à nous interroger. On peut se demander, ces policiers espagnols, comment ça se fait qu'ils tapent sur ces gens qui sont là au péril de leur vie, qui ont déjà tellement souffert et qui sont si proches de leur but. Et en même temps, par définition, des policiers, leur travail, c'est de faire respecter les règles. Donc, ça doit être certainement un métier très difficile et un dilemme très, très difficile. D'ailleurs, ce dilemme, il est incarné par Salvatore Piracci, qui est un garde-frontière et qui, à un moment, n'en peut plus de garder cette frontière. On peut aussi se poser la même question pour les policiers marocains qui sont issus d'un pays dont beaucoup de gens sont candidats aussi à l'émigration et qui, face à plus malheureux qu'eux, qui viennent d'encore plus loin, réagissent de façon si dure en les délogeant et en les envoyant dans le désert. Encore une fois, c'est le même dilemme parce qu'on a vu par exemple Souleyman dans le chapitre précédent quand il était en Algérie qui a battu un paysan qui lui a cassé le nez ou je ne sais pas quoi, qui lui a volé son argent alors que c'était l'argent de 6 mois de travail. Donc encore une fois, les policiers sont là pour faire respecter les ordres qui leur sont donnés pour assurer une certaine stabilité et c'est pas une position facile. Mais nous, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui nous apparaît comme inhumain parce que on est du point de vue de Soleiman et je ne sais pas ce que ça éveille chez chacun comme sentiment, mais en tout cas, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ça nous montre les enjeux d'un très grand dilemme qui est comment réguler l'immigration, parce que parfois on a l'impression que c'est simple, on entend parfois dans les débats politiques, il suffirait d'interdire, mais c'est déjà interdit. Donc l'interdiction, l'immigration illégale, elle est de toute façon interdite. Donc la question éthique qui se pose maintenant, c'est jusqu'où on pourra aller pour bloquer cette immigration. À quel moment on considère que quelque chose est inacceptable? On est un peu dans la même position que Soleiman. Quand il frappe l'homme pour prendre son argent, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier de notre humanité? Et est-ce que notre pays sera encore beau, sera encore un pays digne de ce nom, en fonction des compromissions qu'on acceptera
pour justement préserver ce même pays? Personnellement, je n'ai pas de réponse et je suis bien contente de ne pas faire partie des décideurs parce que c'est une question qui est très grave et qui est très difficile. La seule chose que je peux aider à faire en résumant ce livre, c'est résumer l'enjeu. En même temps, d'un côté, assurer une certaine prospérité économique et une certaine stabilité sociale en maîtrisant la migration. Bon, sachant qu'en réalité, quand même, ce livre, il a été écrit en 2015. C'est un moment où il y avait une très grosse vague migratoire qui, depuis, s'est largement diminuée. En tout cas, comment, d'un côté, on peut assurer un contrôle de la migration et de l'autre côté, rester humain. Qu'est-ce qu'il est juste ou qu'est-ce qu'il n'est pas juste de faire? Et chacun apportera sa propre réponse en fonction de ses valeurs, en fonction de son histoire, en fonction de ses attentes et de sa personnalité. Et c'est en ça que ce livre, il est très intéressant à lire quand on est justement des élèves dans une classe. Ça permet de comprendre les enjeux et ensuite de choisir comment on se positionne par rapport à ces enjeux. Bon, j'arrête, j'ai largement dépassé le cadre du résumé et on va lire le dernier chapitre. On va résumer le chapitre 13 du livre Eldorado de Laurent Godet qui s'appelle L'ombre de Massambalo. C'est le dernier chapitre du livre et il y a une boucle qui va se boucler. On retourne auprès de Salvatore Pieracci. On se rappelle qu'il s'était aspergé d'essence et que des hommes étaient venus autour de lui pour l'empêcher de s'immoler par le feu. Donc les hommes vont un petit peu l'aider, ils vont lui nettoyer ses vêtements qui sont pleins d'essence, lui donner à manger et ils vont lui demander où est-ce qu'il va. Et il va aller à Gardaïa. Il venait de Al-Zouara, on se rappelle, il était monté dans un car pour aller à Gardaïa, mais le chauffeur du car l'avait balancé au bord de la route au milieu du voyage. Et du coup, les migrants qui l'ont aidé vont lui dire bah, « Écoute, viens avec nous, monte dans le camion, nous aussi on va à Gardaïa ». Et quand il arrive là-bas, il trouve que c'est une ville qui est très vivante, avec beaucoup d'agitation, et il s'y sent bien. Il va aller au milieu d'une place, d'un marché où il y a plein de gens qui font du commerce, et il va s'asseoir par terre. Il est décrit dans le texte et il ne ressemble plus au capitaine Pieracci qu'il était avant son départ. Avant, c'était un homme fort, calme et tranquille. Maintenant, il a maigri, il est nerveux et il est toujours aux aguets. Parce qu'il n'est plus l'homme qui vivait en sécurité qu'il a été, il est quelqu'un qui a connu beaucoup de malheurs et qui vit maintenant dans la peur. Mais paradoxalement, au milieu de cette place de marché, il a l'impression qu'il est arrivé dans un endroit où il est à sa place et où il est bien. Il est donc assis par terre comme ça, sans projet, sans rien, et quelqu'un s'approche de lui. Et cette personne, c'est Soleiman. C'est le seul chapitre où ils sont tous les deux ensemble. Donc Soleiman approche de lui et il le prend pour Massambalo. Et évidemment, Salvatore Pieracci sait qui est Massambalo parce qu'il a entendu les hommes qui l'ont ramené jusque-là qui en parlaient. On se rappelle, il y avait un homme au milieu du terre-plein qui racontait l'histoire de Massambalo. Et Soleiman va le voir et lui demande s'il est Massambalo. Et évidemment, Pieracci ne sait pas trop quoi répondre. Il est en face au même paradoxe que la première fois qu'il avait entendu cette légende. Il se dit, en même temps, si il répond qu'il est Massambalo, ça fera plaisir à ce garçon, ça lui donnera du courage, etc. Mais d'un autre côté, ce serait malhonnête, parce que lui, il n'est pas Massambalo, c'est une légende en laquelle lui ne croit pas, et ce garçon imaginera qu'il est protégé alors qu'il ne sera protégé par personne. Et c'est un petit peu aussi la question de la place que l'on donne, donc là c'est une superstition, mais de la croyance, de la foi, de l'espoir, toutes ces choses-là que les hommes considèrent qu'il y a quelque chose qui est plus fort et plus puissant que la logique. Et finalement, le capitaine Pieracci va se dire que il a été pendant une grande partie de sa vie l'incarnation de la malchance. Quand lui, il interceptait les bateaux qui tentaient d'atteindre l'Europe, dans ses yeux, c'était tout de suite, quand on croisait son regard, c'était tout de suite le malheur, parce que les gens qui étaient interceptés allaient être enfermés et renvoyés de leur point de départ. Et il se dit finalement, pourquoi pas, pourquoi est-ce que je ne serais pas, pour une fois, l'incarnation à la place du malheur, de l'incarnation du bonheur et de l'espoir.
Donc il va acquiescer, avec sa tête il va faire un mouvement pour dire oui, et Suleiman va être très heureux parce qu'il va penser qu'il a croisé Massambalo, le dieu des migrants, et qu'il est protégé. On se rappelle de ce chapitre parce qu'on l'a vu du point de vue de Suleiman plus tôt dans le livre, quand il était parti parce qu'il avait commis quelque chose d'horrible, il avait frappé un paysan algérien qui partait pour vendre le fruit de son travail, et il était dégoûté de lui-même, il voulait plus poursuivre, et il était parti, on se rappelle, Suleiman, sur ce marché. Et il avait croisé quelqu'un, on se demandait qui. Eh bien, c'était le capitaine Piracci. Il va donc lui donner son collier en perles vertes, qui était le cadeau de Jamal. On se rappelle aussi, dans ce fameux chapitre précédent, que après son copain Boubacar va lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait de ton collier ?» Donc c'est comme ça que se termine cette première partie du dernier chapitre avec le don du collier. Ensuite, il y a une deuxième partie. Chacun l'interprétera à sa façon. Je vais déjà résumer ce qui se passe. Donc, le capitaine Salvatore Piracci est très heureux parce qu'il se sent bien, il incarne quelque chose de positif, il en est content et il décide de marcher comme ça, droit devant lui et de ne plus rien faire d'autre que mendier et attendre, en considérant que pour ceux qui croient en cette légende, il sera un signe d'espoir et ça le rend satisfait d'incarner ce signe d'espoir. Donc il marche le long de la route et puis il décide de traverser parce que l'autre côté de la chaussée a l'air d'être plus facile pour marcher. Et au moment où il est au milieu de la route, il a traversé sans se soucier de rien et il est pris dans les phares d'un grand camion. Ce grand camion se met à klaxonner de toutes ses forces et le capitaine Piracci comprend qu'il n'aura pas le temps de se décaler et que le camion va le percuter. Et c'est ce qui se passe. Le choc est très violent et il perd conscience pendant quelques instants. Quand il retrouve sa connaissance, il n'a mal nulle part, il a toute sa tête et il ne sent plus son corps. Il voit qu'il y a plein de monde autour de lui, mais personne ne le touche et personne ne lui parle. Il se dit qu'il doit être vraiment dans un très mauvais état pour que personne n'essaye de le sauver. Il se dit peut-être que son corps est complètement disloqué, peut-être même qu'il est défiguré. Il ne sait pas dans quel état est son corps parce qu'il ne sent plus, il n'a plus de réaction, son système nerveux ne sent plus son corps. Et du coup, le capitaine Piracci va revoir encore une fois toute sa vie et toutes ses pensées. Il se dit qu'il va mourir ici et qu'il ne laisse rien derrière lui, rien qu'il ne regrette, et que lui n'aura pas trouvé son Eldorado. Parce que lui, finalement, il pensait en arrivant en Libye trouver son Eldorado, mais ça n'aura pas été le cas. Et il dit qu'il veut qu'il reste après sa mort cet espoir de l'Eldorado. Et il va prendre tout à fait le contre-pied de tout ce qu'il a défendu jusqu'à maintenant en disant aux gens ne prenez pas de risques, ne prenez pas la mer. Là, ça va être l'inverse. Il va leur dire partez, partez, continuez à marcher, prenez d'assaut les frontières, ayez toujours l'espoir, il existe une terre dans laquelle la vie est belle, l'Eldorado existe. Et il ne sait pas s'il est encore vraiment en train de parler ou s'il ne parle que dans sa tête. Il ne sait plus qui sont les gens autour de lui, il ne les voit pas. Il entend une sirène, comme quand lui faisait aller sa sirène parce qu'il y avait des gens qui mouraient dans la mer. Et il se demande si c'est ces hommes, les hommes de son bateau, qui font aller la sirène pour lui. Et puis il va mourir comme ça au bord de la route en disant aux gens « Laissez mon corps, ne vous en occupez pas, mon corps c'est le passé, continuez à marcher et avancer. » Et finalement, le livre se termine comme ça. Le narrateur dit que le corps reste avec le vent pour l'éparpiller et qu'il ne reste plus rien du capitaine Piracci, que ses vêtements et autour de lui le collier de perles vertes qui s'est cassé. Le soleil va se lever et les perles vertes vont se mettre à scintiller pour refléter le soleil. Et bientôt, on ne trouvera plus que le corps étendu de Salvatore Piracci avec les perles autour qui feront comme un tombeau à ciel ouvert. Et voilà, le résumé de ce chapitre est terminé et le résumé de tout le livre est également terminé. Je pense que je ne vais pas le commenter du tout, comme ça chacun sera libre d'interpréter à sa façon la mort du capitaine Piracci et de trouver ce que ça peut signifier, peut-être symboliquement, ou quelle émotion ça nous inspire de voir cet homme qui finit sa vie comme ça, avec son rapport à l'espoir ou pas, à la foi ou non, avec la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le voyage vaut le coup? Est-ce que l'Eldorado existe?
toutes ces questions qui sont posées par le livre, quand on le lit, ça nous inspire des réponses. Mais j'ai pas envie de vous partager les réponses que ça m'inspire pour vous laisser à vous la liberté, à chacun, de trouver en vous les réponses que ça vous inspire. Parce que c'est un petit peu ça le but des livres, c'est de nous présenter quelque chose pour faire naître en nous des émotions et des réflexions, pour qu'on puisse interroger le monde à travers des écrits. Voilà, fin du résumé. N'hésitez pas à aller farfouiller un peu dans notre chaîne, parce qu'on a fait une chaîne YouTube dans laquelle il y a plein de lectures, il y a plein de livres sur plein de sujets différents. Ce sont souvent des livres qui sont proposés à l'école, parce qu'en général, les écoles font quand même des très bons choix de livres. Mais il y en a d'autres, par exemple, il y a aussi Romain Gary, Albert Camus, qui sont des auteurs que j'ai choisis parce que moi je les aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur la chaîne pour découvrir d'autres lectures ou alors encore mieux à aller farfouiller dans la librairie à côté de chez vous ou dans les bibliothèques parce que les livres sont des trésors. C'était une lecture proposée par la chaîne YouTube Littérature du soir.